Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue comme tous les lundis au Petit Pilier. Nous allons commenter toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine et même un peu au-delà avec nos deux spécialistes. Ce soir, Guy Akoseberi, ancien demi de mêlée du 15 de France. Je n'ai pas parlé de Tyros et de Bègle, mais vous avez joué aussi dans ces clubs-là, Guy. Bonsoir Guy, merci d'être avec nous. Bonsoir Nicolas. À vos côtés, Raphaël Péry, journaliste à l'agence France Presse à Bordeaux, spécialiste entre autres de rugby. Bonsoir Raphaël, Bonsoir ça va, Nico. tout va bien? Bonsoir, Vous avez Guy. passé un bon week-end? Tranquille, vous avez vu du beau jeu? Un tout petit peu. Bon, allez, on va en parler dans le détail. Voici donc l'actualité de ce lundi 25 janvier sur la planète ovale. Nous allons parler top 14. Tout va bien pour La Rochelle, pour l'UBB, pour Brive, beaucoup moins pour Bayonne, pour Agen, humilié à domicile. Nous ferons également le point en Pro D2 avec Biarritz qui sourit et Soyons-Goulême qui pleure encore. On parlera enfin du tournoi avec le début du rassemblement ce lundi en vue de la préparation d'Italie-France qui se déroulera le 6 février. Le top 14, messieurs, on commence avec vous, Guy Akoseberi. D'abord un mot de La Rochelle, net vainqueur de Bayonne après avoir eu un petit break à cause du Covid. La Rochelle, contrat rempli à la maison contre Bayonne, sans trop de difficultés. Oui, mais La Rochelle continue sur son beau début de saison. Je crois qu'ils arrivent même à bien gérer les différentes échéances. L'effectif tourne, il n'y a pas de grosses blessures. Donc voilà, ils font leur bonhomme de chemin, on les sent sereins. Maintenant, la saison, il reste encore pas mal de matchs et puis il y aura les phases finales. Donc voilà, ça sera la deuxième phase. La Rochelle deuxième avec un match en retard, forcément. Ils n'ont pas joué à cause du Covid. D'ailleurs, Toulouse, ils se remettent petit à petit en route. Oui, ils sont sur une bonne dynamique. D'ailleurs, le prochain match, c'est justement contre Toulouse. C'est un choc de géants sans les internationaux. Les internationaux les portent actuellement, que ce soit Bourgarit, que ce soit Aldrit, qui vont partir en équipe de France. Aldrit, peut-être pas parce qu'il a un souci au niveau du genou. C'est une arthroscopie ce lundi. Ouais, un arthroscanner, pour être bien précis. Merci de la précision. Voilà. Oui, La Rochelle est au point. On le savait, la greffe a pris, la greffe O'Gara, Gibbs a pris à La Rochelle. Et on sent qu'ils sont prêts. Est-ce qu'ils ne seront pas trop prêts, comme il y a 3 ans, où ils étaient tombés en demi-finale contre Toulon? À voir. Alors La Rochelle, ça va. Bayonne, on va dire un mot de Bayonne, parce que Bayonne a concédé sa deuxième défaite. Alors, pas une surprise de perdre à La Rochelle. En revanche, elle survient après celle contre Pau. Bayonne a beaucoup de mal à remettre la machine en route, parce que les Bayonnais n'avaient pas joué depuis début décembre, encore cette fois-ci à cause du Covid. Ouais, voilà, pour les Bayonnais, c'est un vrai coup d'arrêt, ce match de Coupe d'Europe avec les cas Covid derrière, l'inactivité. Enfin, on sait qu'à ce niveau, il faut s'entraîner, il faut jouer, il faut être dans le rythme, comme on dit. Et là, pour eux, c'est tombé au très mauvais moment. Et c'est vrai que la reprise est compliquée, une défaite à la maison contre Pau. Donc, alors qu'on les sentait, je dirais, assez à l'aise, même au niveau mathématique, dans ce classement, là, le dernier mois et demi fait que là, ils se retrouvent en position délicate. Ouais. Et avec une victoire impérative contre Agen, ce samedi, on parlera des Agenais après, mais pour Bayonne, victoire obligatoire. Surtout celui qui perd aujourd'hui contre Agen va avoir beaucoup de mal à se maintenir, parlant des derniers. Pour revenir un petit peu à ce que vient de dire Guy sur le côté mathématique, au classement britannique, Bayonne est encore bien placé parce qu'ils ont des matchs en retard. Notamment, semble-t-il. Deux matchs en retard, dont 2 à domicile. Donc bon, on peut dire que potentiellement, ils sont au-dessus de Pau. Tout va bien pour Bordeaux-Bègles. Enfin, tout va mieux après le match assez moyen à domicile contre Clermont. Ils ont très bien réagi, les joueurs girondins, en s'imposant au Racing 33-32. C'est une vraie perf, Guy Akoseberi, de gagner au Racing ou pas? Même si Toulon l'avait fait une semaine plus tôt. Oui, mais pour moi, c'est là qu'est la perf, parce que le Racing ayant perdu le week-end dernier dans leur salle contre Toulon, je pensais que ce serait très compliqué pour l'UBB d'aller, même de ramener peut-être un point de bonus, et ils sont allés chercher la victoire, quoi. Donc chapeau à l'équipe qui a bien su réagir. Je suis dans le sillage de Mathieu Jalibert qui a fait un match exceptionnel. Enfin, les internationaux, Cameron qui a été là dans les moments cruciaux dans les dernières secondes du match, là, sur 2 superbes touches où il intercepte le ballon. Donc voilà, les internationaux ont tiré cette équipe, se sont rattrapés parce que Mathieu n'avait pas fait un grand match contre Clermont le week-end dernier. Là, il a montré que c'était lui le patron et voilà, tant mieux pour les bébés. Le bébé a marqué les esprits là? Ils ont marqué, ils sont revenus dans la course. Voilà, ils avaient pris un petit coup sur la tête après le nul de Clermont. Ils ont été aussi aidés un petit peu par la sortie de Vakatawa, au bout de 10 minutes, qui a un petit peu changé les plans du Racing. Mais ils ont été costauds, ils ont été solides et ils ont pris une belle revanche par rapport à il y a un mois où ils avaient perdu chez eux contre le Racing. Et ils ont récupéré les points, comme disaient les joueurs à l'issue de la rencontre, les points perdus à domicile. Vous en parliez Guy, également face à Clermont le week-end précédent, la perf de l'UBB. L'autre affiche de ce top 14, en tout cas une des affiches, c'est pour le maintien, c'était ce fameux Pau-Brive. Et les brivistes se sont imposés logiquement au hameau, à Pau, 32-27. Un mot des brivistes d'abord, quasiment assurés de leur maintien. La saison est encore longue, mais quand même. Oui, il faudrait vraiment, s'ils continuent avec cette dynamique, cette envie,
Ouais, c'est une équipe qu'on aime regarder, quoi. Et puis là, ils sont sur, je crois que 5 ou 6 victoires de suite. 5 sur 6, ouais. Et puis avec des victoires, de belles victoires, quoi, contre déjà des concurrents directs et des équipes sérieuses. Donc, et puis il y a du volume. Là, quand ils avaient gagné même ce match à Castres il y a un mois, enfin, il y a toujours chez eux cette générosité. Moi, j'adore le capitaine, la troisième ligne, Irech, qui est un vrai meneur d'hommes et qui montre l'exemple en plus de par son comportement sur le terrain. Mais en plus, c'est une équipe qui joue, qui fait plaisir, qui marque des essais. Donc, oui, ils méritent leur place et qui se maintiennent, oui. Ça serait largement mérité. La section paloise, en revanche, Raphaël, elle a gâché une belle occasion d'enchaîner après la victoire. C'est ça, surtout, c'est l'enchaînement. Ils auraient pu faire un grand pas vers le maintien, même s'il reste pas mal de journées. Mais on voit les difficultés qu'ils ont à jouer au hameau. C'est la 5e défaite depuis le début de la saison. Et ça peut poser vraiment problème. Il y a eu un changement de manager. Est-ce que ça a modifié quelque chose? Apparemment, oui, il y a eu le coup à Bayonne, mais maintenant, il faut voir sur la durée. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir et se maintenir? Alors, on va terminer cette page top 14 par Agen, le SU Agen, qui a égalé un triste record, celui de défaites consécutives, 15e défaite ce week-end, une humiliation même 59-0 à Armandie face à Toulouse. Certes, face à Toulouse, quasiment hors catégorie dans ce championnat avec La Rochelle, et en tout cas fait partie des favoris pour le titre, mais quand même, Diaco Séberry, une telle claque à domicile, elle fait très mal. Et oui, on espérait que l'arrivée de Régis Son réveillerait un peu ce collectif, ramènerait un peu de gaieté dans cette équipe et de victoire, bien sûr, mais là, il touche le fond, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu un petit soubresaut au début quand Régis est arrivé, mais prendre 59 points à la maison, enfin, en étant professionnel, je dirais, c'est pas normal, quoi. Ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, une telle claque? Non, alors nous à notre époque... Excusez-moi, vous jouez dans des grands clubs, mais quand même... Oui, non, mais même à notre époque, si on voyait qu'on commençait à vraiment prendre l'eau, il y avait des moyens illicites, je dirais, qui nous permettaient un peu de... Le jeu était fermé un peu. Voilà, on pouvait un peu fermer les vannes. Mais voilà, mais pour ça, il fallait quand même qu'il y ait un peu d'envie, de réaction. Et donc, on ne prenait pas... Non, à la maison, moi, j'ai jamais pris 50 points à la maison. En fait, ça me paraît... Et l'essai valait 4 points à l'époque. Et l'essai valait 4 points. Non, c'est vrai. Mais ça paraît inconcevable. Ouais, voilà, c'est plus dans le comportement. Après, Raphaël me disait qu'il y avait... Plus de 20 contrats, 26 contrats. 26 contrats. Donc... 26 fins de contrat. Donc, est-ce que les joueurs sont motivés? En plus, ils ne sont pas tombés sur la bonne équipe. Toulouse, ils ont joué en plus. Ils auraient pu s'arrêter en marquant 5 essais et s'arrêter en deuxième mi-temps. Donc, ils ont continué à jouer. C'est une équipe de jouer, de se régler, d'aller jusqu'au bout, de respecter l'adversaire aussi. C'est ça. Et je voulais revenir juste sur les attitudes de certains joueurs agenais, notamment relevées par l'ancien de la maison, Mickaël, qui est aujourd'hui à Toulouse. Et il a regretté, déploré de voir le comportement de certains agenais. Ça m'a fait chier, je le cite. Ça veut dire qu'ils s'en fichent un petit peu, les joueurs d'Agen, ou pas? Ou certains joueurs d'Agen? J'ai lu sa déclaration aussi, puis ça l'a fait chier, comme il dit, et surtout de voir des sourires à la fin du match. C'est-à-dire que, je m'imagine sur le terrain en ayant pris 59 points à la maison, une seule chose, c'est vite rentrer au vestiaire et se cacher, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de rester sur le terrain à faire des sourires. Je crois que c'est le petit Tolo, le 3 carrel, qui a dit « il me tardait qu'une chose, c'est rentrer au vestiaire ». Voilà, ça c'est un joueur du cru, c'est un vrai Agenais. Et lui, il sait ce que c'est un Agen Toulouse, et donc ça fait mal aux tripes, quoi. Donc dans ces moments-là, c'est ça, on rentre au vestiaire, on va se cacher, quoi. On ne reste pas sur le terrain à sourire avec l'adversaire. Ça me paraît aussi incohérent. Est-ce qu'Agen peut éviter la Fanny complète, c'est-à-dire 26 défaites? Ça s'est déjà produit en handball. J'ai regardé dans mes stats. Billère, il y a 7 ans, 26 défaites en 26 matchs. Est-ce qu'ils vont le faire en rugby? Je ne sais pas trop. Déjà, il faudrait... Comment ils peuvent gagner un match déjà là maintenant? Déjà, toutes les équipes qui sont opposées à Agen doivent se dire on n'a pas le droit de perdre contre Agen, parce qu'on serait la risée un petit peu. Donc ça va être vraiment très compliqué pour le SUA d'engranger au moins une victoire. Et le SUA qui se rendra ce samedi à Bayonne, un match capital, surtout pour l'aviron bayonnais, et pour Agen, pour l'honneur, pour le prestige et le standing et l'histoire de ce club important du rugby français. Passons à la Pro D2, messieurs, maintenant, et on va évoquer Biarritz. Solide troisième après sa victoire à domicile face à Montauban, 31-3. Biarritz qui a bien réagi, qui a eu quelques résultats un peu difficiles depuis l'année, qui va mieux. Voilà, qui a eu un petit creux comme dans les vagues, comme dans les vagues de Biarritz. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Il y a eu, sur les forts coefficients, il y a eu un petit passage à vide. Mais là, ils vont beaucoup mieux. Je pense que la victoire à Vannes les a reboostés, les a remis dans la course. Et puis là, ils enchaînent sur cette belle victoire, qui est une belle victoire contre Montauban. Et je crois que là, l'objectif, c'est être dans le top 6. Il n'y a pas photo. Il faut jamais lancer le BO. Oui, la défaite contre Valence-Roman, le dernier à domicile, est oubliée. Parce que le succès à Vannes fait... Quand on voit Vannes, ce qu'ils ont fait ce week-end à Colomiers, on peut dire qu'ils sont vraiment bien lancés dans les top 5. Après, ce sera les phases finales et que les meilleurs gagnent dans ces cas-là. Justement, Biarritz sera à Colomiers
ce jeudi. Alors c'est un peu loin encore de la fin de la première phase, mais déjà on a l'occasion de marquer un peu psychologiquement son adversaire dans un match comme ça. Oui, parce que, surtout que je pense que la pression est plus sur Colomiers, puisque Colomiers est un peu décroché, les Biarros sont sur une bonne dynamique. Alors si Biarritz perd à Colomiers, c'est moins grave que si Colomiers perd à domicile contre Biarritz. Donc l'équipe de Biarritz, avec les atouts qu'elle a, si elle y va sans pression et avec l'envie de faire un bon match et de s'envoyer, comme on dit, pourquoi pas créer la surprise. Ouais. Et on a le sentiment même qu'ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, par rapport au jeu qu'ils proposent. Oui, c'est possible. Colomiers-Biarritz, c'est ce jeudi soir, donc dans le cadre de la Pro D2, un gros match pour le BO 3e qui se rendra chez le 5e Colomiers dans le bas du tableau de cette Pro D2. Ça va mieux pour le Stade Montois également qui a remporté une victoire très précieuse, 12-9 face à Aurillac, des frayeurs. Mais bon, l'essentiel, comme on dit, c'est la victoire plus que jamais pour les Montois qui sont 13e avec 2 matchs en retard mais qui ont pris une petite bouffée d'oxygène. Guillaume Cosséberry. Oui, ben les Montois, ils avaient gagné. Je sais que c'est difficile pour vous de parler des Montois. Vous, les Tyrossais, c'est pas. Voilà. Je sais que ça vous fait un peu mal de parler des Montois, des d'accord. C'est la préfecture. Je sais, c'est la préfecture, respect, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça leur fait du bien aux Montois. Oui, mais ils sont mieux là depuis leur victoire à Angoulême. Je crois que le match qui les faisait basculer, je dirais, du côté sombre, c'était s'ils avaient perdu à Angoulême. Ils avaient su aller gagner ce match de peu, mais ils l'avaient gagné. Et depuis, on sent que ça les a un peu libérés. Cette petite bouffée d'oxygène fait qu'ils sont un peu plus serein et voilà, même si ça gagne juste, ça gagne. Ça gagne, ça marque des points, donc ils s'éloignent de la zone de relégation. Terminons cette page Pro D2 par Soyons Angoulême, qui reste dernier, Soyons Angoulême de Vincent Etcheto, battu à domicile par Nevers 16-13, Nevers prétendant à la montée. Ça commence à faire beaucoup pour Soyons Angoulême de perdre comme ça. En même temps, Nevers, c'était assez compliqué de gagner. C'était peut-être pas le même championnat. Un bonus défensif qui peut compter à la fin. Il va falloir que Vincent trouve d'autres leviers que la gentillesse, être sympa, tout ça, pour les faire remonter, parce que sinon, ça va être compliqué pour Angoulême. C'est possible encore de se maintenir pour Soyons Angoulême. 5 points de retard sur Valence et Carcassonne, mais Soyons Angoulême a un match de plus que ses 2 rivaux pour le maintien. Il reste encore suffisamment de matchs, donc c'est possible. Après, c'est... que ce soit le Pro D2 ou le Top 14, alors on a parlé de Racing UBB, enfin, moi, je trouve que les matchs maintenant se jouent sur rien. Quoi. Sans public, peut-être que ça joue aussi. Oui, ça sûrement. Ça, ne jouez pas l'autosportif en ce moment. Là, je suis bien placé pour savoir. Non, mais c'est vrai. Puis les matchs basculent dans les 5 dernières minutes. Là, c'était un poteau au Racing. Là, Soyons Angoulême était à 13-13. Ils prennent une dernière pénalité. Enfin voilà, à chaque fois, ça se joue à rien. Donc, ils prendraient 20, 30, 40 points comme le SUA. Je vous dirais, bon, Soyons Angoulême. Mais ils sont proches à chaque fois. Donc, c'est jouable. Tant que mathématiquement, ça peut se faire. Puis connaissant Vincent, il ne va pas lâcher. Et en plus, depuis 3-4 journées, on voit aussi des équipes qui prennent le bouillon en première mi-temps et qui renversent complètement la situation en deuxième et qui l'emportent. Et donc, ça devient vraiment... on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. C'est assez impressionnant quand même. Il y a les Charentais de Soyons Angoulême qui seront à Valence ce vendredi. Valence-Roman, match capital pour le maintien. L'un des rivaux donc, des Charentais pour cette lutte en Pro D2. On va terminer cette émission par parler de l'équipe de France. Vous connaissez bien Gago Séberry pour avoir porté le maillot plus d'une fois et gagner le tournoi, quelques années. 37 joueurs sont rassemblés depuis ce lundi à Nice pour le stage de préparation à Italie-France, première levée du tournoi qui se déroulera le 6 février. D'abord, on va parler blessés. Enfin, blessés, semi-blessés, on aussi perd. Le Rochelet Grégory Aldrit, forfait, alors qu'il a joué ce week-end contre Bayonne. Il avait déclaré forfait avant. Il s'est justifié en expliquant qu'il ne concevait pas d'aller en équipe de France sans être à 100%, mais dans ces cas-là, pourquoi jouer en top 14 et marquer 2 essais ? Parce qu'ils avaient besoin de lui, sachant qu'ils avaient 4 joueurs de 3e ligne qui étaient à l'infirmerie. Donc il a pris un risque quand même, non ? Oui, il a pris un risque. Pour la suite de sa saison, oui, il a pris un risque. Ça, on peut le dire. Est-ce que vous comprenez ça ? J'imagine. Qu'un joueur forfait pour les Bleus, c'est tout à son honneur de dire qu'on ne va pas en équipe de France si on n'est pas à 100%, mais comment il peut jouer un match de top 14 qui n'est pas un tournoi de campagne quand même ? Comme l'a dit Raphaël, je crois que c'est son employeur. L'employeur avait de la difficulté je pense que s'ils avaient pu se passer de lui, ça en serait passé. Là, il y avait sûrement trop de problèmes en 3e ligne, et donc c'est son employeur numéro 1, donc il est obligé de rendre à son employeur. Enfin, maintenant, on est dans une autre démarche rugbyistique, mais sachant qu'en plus, je pense que derrière, il a un vrai problème de ménisque. Donc pour après aller enchaîner les matchs du tournoi... Sûrement que là, ça va lui permettre peut-être de jouer la fin du tournoi et puis d'être prêt pour les phases finales de La Rochelle, parce que La Rochelle irait en phase finale. Alors que le calcul de dire, bon, non, je tente le tournoi et puis la succession des matchs du tournoi, des matchs de La Rochelle quand il va devoir revenir à la fin de saison, l'aurait sûrement handicapé. Donc je crois que c'est le bon choix. Après, le match de plus, oui, bon, ça c'est pour le bien du club. Une chance pour Cameron Woki ou pas ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça dépend s'ils ont besoin d'un profil aérien ou pas. Tout est là. S'il remplace quelqu'un, ça serait plus Cross, mais Cross revient.
Aldrit, il n'a pas le profil d'Aldrit. Guy, tu vas pas me contredire. Après, je ne vois pas, peut-être Jelonche plutôt. Je sais pas, après c'est une question de profil. Hein. Ouais, complètement. Après, il y a tellement de possibilités. Olivon peut jouer en 8 aussi. Donc Olivon peut être décalé en 8 et Cameron jouer 3e lignelle. Donc il y a 2-3 possibilités. Là, je crois que c'est les entraînements, le stage de cette semaine qui vont décider les choix de Fabien. Et on a même vu Leroux passer 3e ligne ce week-end. Donc c'est aussi une autre possibilité. Donc, Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette Italie-France qui, normalement, devrait se jouer, en tout cas la première journée des Bleus va se jouer. Il y a évidemment beaucoup d'incertitudes sur la suite du tournoi à cause de la pandémie. Italie-France, mise en route pour les Bleus, toujours compliqué en Italie. Les Français n'ont pas forcément l'intensité maximale quand ils jouent les Italiens. Oui, bon, là on est dans on est sur une équipe qui a une bonne dynamique, on est sur une équipe qui aura un bon stage pour se préparer. Vraiment, ça ne doit pas se poser de problème. Moi, le seul petit risque, c'est les absences. C'est vrai que l'absence de Vakatawa va être préjudiciable, enfin, au moins pour la suite du tournoi. Aldrit, ça fait des joueurs qui avaient été très importants dans la première phase du groupe de Fabien Galtier et de Raphaël Ibanez. Donc, voilà, il faut que ces joueurs-là soient remplacés comme il faut. Et le match à Twickenham avec les remplaçants entre guillemets nous a rassurés de ce côté-là. On a cité Jelonche, on a cité Mathieu Jalibert parce qu'il manque aussi Romain Ntamak. Donc... Il devrait jouer Mathieu Jalibert contre l'Italie, il devrait être titulaire. Oui, normalement. Donc voilà, le fait que cette équipe de France nous ait montré des remplaçants de qualité contre l'Angleterre nous rassure sur l'arrivée des blessures. Parce que là, on commence à en avoir, à se succéder. Mais bon, l'Italie, normalement, oui, il n'y aura pas de problème. Après, c'est pour la suite du tournoi, la continuité, avec des matchs compliqués en Irlande, en Angleterre. Voilà. Là, c'est là qu'on aura les vrais tests. Quoi. Une bonne mise en route, l'Italie-France, sans manquer de respect aux Italiens, évidemment. Oui, c'est une bonne mise en route. Je ne sais pas s'il y aura la suite, par contre. L'association Dupont-Jalibert peut être intéressante. On ne l'a pas beaucoup vu en équipe de France. À voir. Franchement, ça donne envie, cette équipe de France, mais c'est vrai qu'avec l'absence de Vakatawa, ça change quand même pas mal la donne derrière. Je ne sais pas comment il va s'organiser. Est-ce qu'il va faire venir Vincent? Est-ce que c'est Ficou qui sera le numéro 1? Je ne sais pas après comment ça va s'organiser. Alors vous en parliez, l'incertitude évidemment pour la suite de ce tournoi à destination au-delà d'Italie-France, qui normalement, on va rester prudent, devrait se jouer. Les problèmes de virus et de variants de virus avec les formations britanniques. Jackie Lorenzetti, le président du Racing, a expliqué ce week-end qu'il était candidat pour organiser tous les matchs dans une bulle sanitaire à la Défense, dans son stade. Ça n'a pas forcément été une solution validée par le gouvernement et la Fédération française. Bernard Laporte dit qu'il est optimiste pour la suite du tournoi. Il va se jouer. Faut-il le croire, Guy Akoseberi? Bernard a peut-être, par rapport aux doses de vaccin, a peut-être une idée pour qu'on en reçoive un peu plus, pour accélérer là. Avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Il faut accélérer les joueurs, peut-être. Peut-être c'est la solution. Ça déjà de base, ça me paraîtrait... tous ces sports professionnels, bien sûr, surtout que sur le long. Alors, plus au foot qu'au rugby, mais au foot, il y en a déjà beaucoup qui l'ont eu, le virus. Donc, au rugby aussi. Au rugby aussi, le Stade français cet été. Là, il y a eu trois grosses épidémies, La Rochelle, Bayonne et Pau. Mais c'est sûr que ce que dit Raphaël est une très bonne idée. Enfin, moi, ça me paraît très cohérent de vacciner en priorité, même si ce sont de jeunes gens en bonne santé. Il faut le degré d'acceptation de la population française. Quand même. Vacciner les sportifs de haut niveau et pas des métiers en contact avec le public... Pas sûr que ça passe des masses dans l'opinion publique, mais... surtout en pénurie de vaccins. Surtout en pénurie. Protocole sanitaire très strict. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Isoler les équipes sur un mois, les bloquer à un même endroit? Des bulles, comme à Lisbonne, comme sans les faire bouger à Orlando. Comme avait fait la NBA. Là, à Orlando. En plus, l'Arena est entourée d'hôtels, donc en réquisitionnant des hôtels, des terrains d'entraînement, ça paraît tout à fait... pour moi, tout à fait organisable et jouable. Après, le problème, c'est que... C'est le temps, quoi. C'est-à-dire que ça, il aurait peut-être fallu y penser il y a 2 ou 3 mois. L'organisation. Là, l'organiser en 3-4 semaines. Ça fait un moment qu'il y en a qui en parlent de ça, d'organiser une bulle. Début janvier, ils en commençaient déjà à en parler. Que ce soit de certaines villes. Après, est-ce que le maire de Bordeaux aurait pu le faire? Est-ce que le maire de Nantes, les 2 zones où il y a 2 grands stades qui sont les moins contaminés en France, est-ce qu'elles auraient pu organiser ce genre d'événement? Sur 5 semaines, sur 5 week-ends? Ça me paraît... Ça aurait été jouable. Eh ben, on en reparlera bientôt. Messieurs, Guy Akoseberi, merci beaucoup. Raphaël Péry, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. On rappelle, Italie-France, c'est le 6 février. Première levée du tournoi à destination. Et ce week-end, journée de top 14 très attendue. On ne l'a pas dit, mais l'UBB jouera à Clermont. Et il faut surveiller le Bayonne Agen. L'UBB à Clermont pour aller récupérer des points qu'ils avaient perdus ici. Absolument, le message mais sans est passé, Guy Akoseberi. Sans Mathieu Jalibert et sans Kamouki. Ah oui, merci, messieurs. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, merci.